Évidemment, pour vous dire mes vœux personnels et amicaux, nous nous connaissons depuis longtemps, pour l'action que vous allez désormais engager avec votre nouveau gouvernement. Je sais depuis longtemps, en effet, votre ténacité et votre engagement pour notre pays et pour l'Europe. Mesdames et messieurs, notre pays est dans une situation inédite et grave. Je savais depuis le premier jour, le 5 septembre, que le temps de mon gouvernement était compté, sous la menace d'une alliance improbable entre des forces politiques que tout oppose, mais réunies dans des circonstances, dans une volonté de blocage et de confusion. Ce temps très bref, nous avons essayé de l'utiliser au mieux. Avec le gouvernement, nous avons remis l'État en marche après les 3 mois de turbulence qui ont suivi la dissolution de l'Assemblée nationale. Nous l'avons fait méthodiquement et sérieusement, dans tous les domaines, avec des ministres engagés, des fonctionnaires motivés et en cherchant toujours le dialogue, en particulier avec le Parlement. Nous avons lancé des chantiers et commencé à mettre en œuvre les engagements pris pour les agriculteurs, pour la sécurité, pour l'hôpital et la santé mentale, dont j'ai proposé qu'elle soit une grande cause nationale en 2025, pour la simplification administrative qui est tant attendue par tant d'entrepreneurs, pour l'environnement et la prévention des risques qui se multiplient, pour la maîtrise de l'immigration et pour tant d'autres chantiers encore. Des engagements qui pourront, je l'espère, Monsieur le Premier ministre, être confirmés, poursuivis, consolidés. Nous avons proposé un budget difficile, où tout était difficile, pour réduire notre déficit. Et avec une majorité de parlementaires, en particulier au Sénat, nous étions proches d'un accord équilibré. Ce déficit n'a pas disparu, comme par enchantement d'une motion de censure. On aurait tort d'oublier ce déficit et la dette qui l'accompagne, faute de quoi ils se rappelleront brutalement à nous tous. Une telle dette, un tel déficit, ce sont des impôts pour nos enfants. Nous avons enfin tenté de faire de la politique autrement, avec peu d'effets d'annonce, en parlant moins, en agissant plus, avec de l'écoute, du dialogue, du respect, notamment envers les organisations syndicales et professionnelles que je veux remercier, avec les élus locaux et tout simplement avec les Français. Je continue à croire que notre pays a besoin de vérité, d'apaisement, de dignité, de réconciliation. Notre pays a aussi besoin de justice. Trop de Français ont aujourd'hui le sentiment que leurs préoccupations quotidiennes ne sont pas prises en compte par les gouvernants. Ils ont le sentiment de ne pas être considérés, parfois même d'être oubliés. Oui, je redis ici ma conviction qui est ancienne, que chaque homme, chaque femme est nécessaire et que chaque citoyen a une valeur ajoutée pour notre République. Je crois profondément et depuis toujours que la politique doit servir à construire un progrès collectif, souvent de petits progrès, parfois de grands progrès pour nos compatriotes. Cette politique, elle ne doit pas se réduire, elle ne peut pas se réduire à un champ de manœuvre dans une sorte d'entre-soi d'où les citoyens sont exclus. Et pour cela, je le dis aux Français, qu'ils vivent dans l'Hexagone, qu'ils vivent dans nos outre-mer, qu'ils vivent à l'étranger, je dis en particulier aux plus jeunes de nos compatriotes, il faut vous engager. Il faut vous engager au service de l'intérêt général, en politique, mais aussi dans une association, dans un syndicat, à travers le bénévolat, qui est le ciment essentiel de notre République. Voilà, Monsieur le Premier ministre,
Cher François, au moment de quitter Matignon, je remercie naturellement le président de la République, Emmanuel Macron, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet, les membres du gouvernement et leurs équipes, toutes leurs équipes, évidemment mon cabinet qui a été formidable et tous les services de Matignon que je salue collectivement. Tous et chacun, vous pouvez être fiers de votre travail. J'ajoute peut-être enfin un mot plus personnel de remerciement à mon épouse Isabelle, à mes enfants et à toute ma famille qui a été solidaire. En ce qui me concerne, je reste un citoyen engagé pour la République, pour notre patrie, pour l'unité de l'Europe. Je reste et je resterai au service des Français et du côté des Français. Monsieur le Premier ministre, cher Michel, vous avez dit que nous nous connaissions depuis longtemps, c'est absolument vrai. Notre premier engagement ensemble, c'était dans un mouvement qu'on appelait les rénovateurs. Et en effet, c'est une tâche qui est encore devant nous aujourd'hui. Je veux commencer en vous exprimant un sentiment de gratitude. Gratitude de citoyen pour le risque que vous avez pris de vous engager dans cette fonction, pour avoir affronté la difficulté des temps, et Dieu sait que cette difficulté des temps est importante, pour le désintéressement que vous avez manifesté, qui donne de l'engagement politique une image que vous et moi et beaucoup de millions de Français nous aimons. Et donc je voulais vous dire merci pour cet engagement et pour ce risque. Alors je ne serai pas très long pour ne pas m'exposer à des incidents que je redouterais, étant donné votre verve. Je veux dire des choses très simples. La première de ces choses, c'est que nul plus que moi ne connaît la difficulté de la situation. J'ai pris des risques inconsidérés dans ma vie politique pour poser dans les élections les plus importantes, dans les échéances électorales essentielles, la question de la dette et des déficits. J'ai même conduit des campagnes présidentielles sur ce thème et tout le monde, nous en disions un mot avec le sourire tout à l'heure, tout le monde disait « mais il est complètement fou, on ne fait pas une campagne sur la dette ». Eh bien, je crois que cette question-là, déficit et dette, c'est une question qui pose un problème moral, pas un problème financier seulement, un problème moral, parce que se débarrasser de ces charges sur ces enfants, dans les pays comme les nôtres, dans les pays de montagne, d'enracinement, c'est très mal vu, à juste titre. Et donc, votre message sur la gravité de la situation, je le reçois et je le partage. C'est le premier point. Et c'est pourquoi, devant une situation d'une telle gravité, ma ligne de conduite sera de ne rien cacher,
de ne rien négliger et de ne rien laisser de côté. Je sais que la tentation est dure. Écoutez, prenez un ou deux sujets, concentrez-vous là-dessus et laissez faire le reste dans la médiocrité. Je ne choisirai pas cette ligne. Je pense que nous avons le devoir, dans un moment aussi grave pour le pays, pour l'Europe, et devant tous les risques de la planète, nous avons le devoir d'affronter les yeux ouverts, sans timidité, la situation qui est héritée de décennies entières dans lesquelles on n'a pas regardé comme nécessaire et urgent la recherche des équilibres sans lesquels on a du mal à vivre. Disons simplement que les dernières années, l'accumulation de crises a été telle que les explications sont parfaitement compréhensibles. Je veux dire simplement que j'ai deux obsessions. La première obsession, qui est pour moi un des risques les plus graves, c'est le mur de verre qui s'est construit entre les citoyens et les pouvoirs. Entre la base, les femmes et les hommes, les familles, ceux qui travaillent, ceux qui cherchent du travail, ceux qui sont à la retraite, ceux qui mènent la vie des Français dans le voisinage, ceux qui affrontent des difficultés dont ils ne voient pas le relais dans la vie publique. Ce mur de verre, cette séparation, cette rupture, pour moi, c'est un ennemi à combattre. Et notamment, la compréhension de ce que nous disons, les mots qu'on utilise pour décrire la situation, les éléments de langage, comme on dit. Si je peux, j'ai une absolue conscience de la difficulté de la tâche. Si je peux, j'essaierai de débarrasser notre vie publique et nos débats des paroles artificielles, des mots dont on a le sentiment qu'ils étaient écrits bien avant qu'on les prononce, et d'ailleurs qu'on aurait pu deviner à l'avance ce que ceux qui les prononcent allaient dire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui était l'essentiel de la promesse du président de la République élu en 2017. Ce que le président de la République élu avait porté devant les Français, c'était l'idée qu'on ne pouvait pas se trouver devant un destin dont on n'était plus maître et dans lequel on n'avait aucune chance de progression. Et c'est pourquoi, naturellement, je pense à l'école, dont je me suis occupé pendant des années et qui n'a pas cessé d'être dans ma vie un point fixe. L'idée que parce qu'on est né dans un quartier ou dans un village, on aurait tort d'oublier les villages. Parce qu'on est né dans un quartier, dans un village, parce qu'on porte un nom, parce qu'on pratique une religion ou qu'on est attaché à cette religion. L'idée que, en réalité, les portes ne sont pas ouvertes pour vous. L'idée que c'est ceux qui ont les codes qui savent comment se diriger. Ceux-là connaissent la carte et ont la boussole pour se diriger dans la vie. Et si vous ne les avez pas, cette carte et cette boussole, ces connaissances, ces réseaux, ces moyens, alors vous vous trouvez aujourd'hui, je le crains, dans une situation qui est moins ouverte qu'elle ne l'était il y a quelques décennies. Et pour moi, ceci est insupportable. Je viens de là. Je viens au pied des Pyrénées bleues.
Je viens de milieux sociaux et de villages, et j'ai fait toute ma vie sans les quitter. Je viens de milieux sociaux et de villages qui n'ont pas la chance d'être protégés, favorisés. Je trouve que notre devoir de citoyen, de père de famille, notre devoir de républicain, c'est que nous soyons obsédés pour rendre des chances à ceux qui n'en ont pas. C'est pour moi un devoir sacré et je n'ai pas l'intention de le négliger. C'était la promesse du président de la République et c'est à cette promesse que je compte être fidèle dans les fonctions si difficiles que vous me transmettez. Je sais que les chances de difficulté sont beaucoup plus importantes que les chances de succès. Je n'ignore rien de l'Himalaya qui se dresse devant nous, de difficultés de toute nature. La première est budgétaire, naturellement, puis politique, et puis de l'éclatement de la société où nous sommes. Je sais tout ça. Je pense qu'il faut essayer. Et je pense que si on essaie, peut-être pourra-t-on trouver un chemin inédit. Et ce chemin, en tout cas, je sais de quoi il est marqué. Il est marqué de la volonté de réconciliation. Il se trouve que, comme tout le monde l'a noté, c'est aujourd'hui l'anniversaire de la naissance d'Henri IV. Comme vous savez, c'est un ami pour moi. Un des seuls amis que j'ai eu toute ma vie et un des seuls qui m'ait vraiment donné un coup de main. Je lui ai consacré beaucoup de livres et c'est une figure très importante. Il a fondé sa rencontre avec la France dans des temps aussi difficiles et plus difficiles que ceux que nous vivons aujourd'hui. Il a fondé cette rencontre sur la nécessité de sortir des guerres stupides ou des guerres secondaires pour se retrouver sur l'essentiel qui est l'avenir du pays. Si je peux, à mon tour, j'essaierai de servir cette réconciliation nécessaire. Et je pense que c'est là le seul chemin possible vers le succès. Merci de votre présence et de votre amitié. Voilà donc la déclaration de Michel Barnier, ancien Premier ministre, et puis de son successeur François Bayrou. Les deux hommes ont adressé leurs messages respectifs, l'un parce qu'il quitte Matignon, l'autre parce qu'il y prend ses fonctions aujourd'hui même. Michel Barnier qui a tenu à saluer d'abord la ténacité et l'engagement de son successeur, qui a également rappelé que le pays était dans une situation grave et qui, de son propre aveu, savait que le temps de son gouvernement était compté. On le rappelle, Michel Barnier, Premier ministre pendant 3 mois seulement. Clovis Casali, vous êtes sur place pour France 24. Vous avez évidemment suivi cette passation, les deux prises de parole. Je le disais, Michel Barnier, qui au moment donc de faire ses adieux, a rappelé que le pays était dans une situation grave. C'est aussi avec un air grave, on l'a constaté ici en plateau, que François Bayrou a accueilli ces mots et qu'il a expliqué que la question de la dette posait un problème moral. Il est tout de suite allé sur cette thématique parce que c'est autour de ce sujet que sa mission est périlleuse.
Absolument, à peine 30 minutes d'entretien entre les deux hommes ici à Matignon dans le bureau de Michel Barnier. Puis les deux hommes sont sortis et en effet, ils ont tous les deux parlé de la gravité de la situation budgétaire. Et François Bayrou l'a rappelé dès le début de sa prise de parole. Cela fait des années, et notamment lorsqu'il était candidat à l'élection présidentielle, eh bien, qu'il parlait de la dette, du devoir moral d'œuvrer à réduire les déficits pour ne pas transmettre cette dette aux enfants, aux prochaines générations et les faire payer encore plus d'impôts. François Bayrou, qui a déclaré dès le début « je vais faire court » et il a ensuite expliqué un petit peu sa vision des choses en disant qu'il avait deux obsessions qui consistent notamment avec la nécessité d'apaiser le pays, mais aussi le besoin de rétablir en quelque sorte l'ascenseur social. Il a rappelé qu'il venait d'une région rurale avec des villages, qu'il avait vu beaucoup de gens qui étaient pas forcément des personnes avec les codes, et que lui en tout cas souhaitait faire en sorte que l'ascenseur marche à nouveau en quelque sorte, que ceux qui n'ont pas un nom d'origine française ou qui ne sont pas nés dans des villes, qui sont nés dans des villages, qui n'ont pas forcément les codes, puissent réussir. Et bien sûr, il a parlé donc de la nécessité de réduire les déficits. Lui, comme Michel Barnier, deux hommes qui se connaissent bien depuis très longtemps, ont parlé d'un besoin de discours de vérité, dire la vérité aux Français, et donc de réduire les déficits et de faire en sorte que le budget de la France puisse passer à l'Assemblée nationale, et par le dialogue et par la réconciliation. La réconciliation, un autre thème qui est revenu de nombreuses fois dans la bouche de François Bayrou, qui est donc le nouveau Premier ministre de la France. Je vous garde encore un petit peu, Clovis, vous qui étiez sur place. Alors, on a suivi cet échange et cette prise de parole de l'un et l'autre. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti sur place? On a plutôt perçu d'ici l'émotion de Michel Barnier plus que celle de François Bayrou, qui était peut-être l'air un petit peu plus grave aussi, peut-être aussi à l'échelle de ce qui l'attend. On les a vus tous les deux chaleureusement applaudis. On a également vu le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, quitter la cour au bras de son épouse, quitter Matignon. Vous avez senti une émotion particulière ou finalement les gens se sont un petit peu habitués? Parce qu'on le rappelle, la dernière passation de pouvoir, c'était il y a 3 mois seulement. Forcément, pour les deux hommes, pour François Bayrou et Michel Barnier, c'est l'émotion. Le Premier ministre sortant qui a rappelé que dès le début, dès sa prise de fonction en septembre, il savait qu'il y avait un risque que son mandat soit bref, et il a condamné l'alliance contre nature qu'il voit entre le Rassemblement national et la gauche, qui ont donc voté la motion de censure. François Bayrou, bien sûr ému aussi, lui qui rêve depuis des années d'accéder au pouvoir, en quelque sorte, de pouvoir mettre en place ce dialogue, cette réconciliation qu'il appelle de ses voeux depuis très très longtemps. Lui qui est une figure centriste, François Bayrou, qui était donc très ému. Et c'est intéressant aussi de noter que dans la cour de Matignon, il y avait les équipes de Michel Barnier, mais aussi le personnel permanent de Matignon et de nombreux membres du gouvernement, notamment ceux de droite, qui sont arrivés ensemble, emmenés par le ministre de l'Intérieur sortant, en quelque sorte, Bruno Retailleau. Il y avait aussi des membres du bloc central, comme le ministre de l'Économie, Antoine Armand. Et intéressant aussi de noter que c'est peut-être une manière pour eux de mettre un petit peu la pression, de montrer qu'ils sont certes unis, qu'ils sont derrière l'équipe sortante, mais aussi qu'ils souhaitent peut-être rester. Et Bruno Retailleau, qui va rencontrer François Bayrou ce soir. Ils auront énormément de choses à se dire. Dans l'entourage du nouveau Premier ministre, on nous dit que les choses peuvent aller très vite. Les consultations vont être menées dès ce week-end pour, dès peut-être le début de la semaine prochaine, annoncer, qui sait, un gouvernement. Merci beaucoup, Clovis Casali, en direct de Matignon. Roselyne Febvre, qui a suivi avec beaucoup d'attention et d'intérêt ces prises de parole. D'abord, ce que vous en avez retenu avant de se projeter sur ce qui va se passer justement dans la soirée. Alors Clovis a effectivement bien résumé le discours des deux hommes, mais moi j'ai trouvé que François Bayrou c'était pas un discours politique du tout. Aujourd'hui, mais il parlait de lui, en fait, de l'homme, de ses origines. Effectivement, il est fils d'agriculteur, d'éleveur. Il est éleveur lui-même. Il a des chevaux dans les Pyrénées à Pau. Et voilà, c'est l'homme un peu des montagnes, alors qui est divisé entre Paris. Et donc lui, il peut goûter effectivement à non pas ce qu'il appelle ce mur de verre, où dans le fond,
Bayrou, c'est quand même un homme, quoi qu'on dise, parce que certains diront oui, c'est un centriste mou, une girouette, ou alors au contraire, c'est un type bien qui a le sens du compromis, etc. Mais en tout cas, ce que l'on ne peut pas lui enlever, c'est que c'est l'homme de la terre et qui n'a pas rompu, on veut dire, avec ses origines, avec son pays, enfin son pays, sa terre, son territoire. Il l'a dit à un moment, le doigt levé, ne pas oublier le milieu rural. Oui, puisqu'il en fait partie. Je vous dis, c'est un petit-fils. Son père était, issu, agriculteur et éleveur. Donc voilà, il connaît bien ce milieu-là. Et puis il s'est fait un petit peu mousser effectivement en disant que la dette et le déficit étaient. Il en avait parlé lors de ses campagnes électorales, ce qui est juste. On se souvient même, il avait, je crois que c'était en 2002, quand il était, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin vous étiez peut-être un peu jeune, mais je me souviens, où il avait donné une claque à un gamin qui lui faisait les poches, et il avait filé une claque, mais c'était un peu paternaliste et il avait grimpé dans les sondages. Bon, c'était pas la vilaine claque qui fait mal, mais c'était une petite tape, genre eh oh, qu'est-ce que tu fais? Et il avait vraiment grimpé dans les sondages à partir de ce geste-là. Donc, pour reprendre le fil, j'ai trouvé que c'était pas du tout politique, mais il a dit quand même quelques messages. Un, qu'il était face à l'Himalaya. Deux, que ces deux obsessions, c'était effectivement le mur de verre entre les citoyens et le pouvoir, et puis l'école, puisqu'il a été ministre de l'Éducation nationale, et que, alors certains, je vous le disais tout à l'heure, considéraient que, il s'était un peu aplati devant les syndicats de l'Éducation nationale, mais force est de constater, en tout cas, qu'il n'y a pas eu de grève lorsqu'il était ministre, qui est quand même assez rare. Et puis l'autre chose, c'est que, il a, pareil, je l'évoquais tout à l'heure, son Henri IV, son roi préféré. Il a consacré de nombreux ouvrages. Voilà, et qui a été, lui, alors qui est né un 13 décembre, il l'a rappelé, mais surtout qui était celui qui a acté l'édit de Nantes, c'est-à-dire la pacification entre les protestants et les catholiques, ce qui a mis fin, comme l'a dit François Bayrou, à 30 ans de guerre de religion. Il nous reste 20 Donc c'est une façon de dire, voilà, je connais, ça a été l'un des grands compromis de l'histoire, et si je peux faire pareil, toute proportion gardée, voilà, il se pose déjà en homme du compromis. On va voir s'il y arrive. Et on verra. Et un temps fort ce soir, on sait qu'il reçoit le ministre sortant de l'Intérieur. On verra s'il est reconduit ou pas. En tout cas, il doit constituer son équipe au plus vite. Merci beaucoup, Roselyne. Merci à vous. Restez avec nous sur France 24. L'information continue et c'est Aude Le Christ qui a le plaisir de vous retrouver.